bonjour, belle, bonsoir amis internautes de la télévision Vodou TV Monde. Recevez nos salutations depuis vos emplacements respectifs. Nous voici de nouveau sur cette édition de votre journal de recherche historique et de la conservation des mémoires. La restitution et la patrimonialisation des patrimoines de l'histoire et de la mémoire des résistances sur les côtes de l'ère culturelle Adja, Tado, Ké, et Oyo fait la préoccupation primordiale de certains historiens, chercheurs, conservateurs et bien des étudiants sur notre territoire. C'est bien l'objectif fixé par une équipe de jeunes étudiants, de chercheurs et de professeurs d'université du Bénin en se mettant sur des traces de la résistance allant de la commune de Dangbo jusqu'au village lacustre de la commune des Agégués. Comment la cohabitation entre les gens de Ké et ceux-là qui ont servi de couloir d'arrachement est devenue possible? Pour que la cohabitation soit possible, il est arrivé à un moment donné que, quand les Blancs sont partis, ceux-là qui ont joué ce rôle d'auxiliaires esclavagistes, on les a intégrés à un clan ici et ils sont désormais membres du clan. Ça s'est passé aussi à Abomey. Quand on parle d'Agassouli, les vrais esclavagistes n'ont été à Agassouli. Moi, je suis à Agassouli 100%. Cette forêt est appelée forêt de Mouzou, c'est-à-dire la forêt des moustiques. Ici, dans tout Dangbo, dans toute la vallée de l'Ouémé, les moustiques, nos populations, on ne sait pas comment ils ont su que les moustiques sont dévastatrices. D'accord? Et pour lutter contre les moustiques, il y a cette forêt qui est en quelque sorte une forêt, je ne vais pas dire mystique, mais exorciste. Et quand le temps arrive, on demande à quand les crues d'eau arrivent, on demande à tous les ménages de balayer à revers leur ménage. Et ils amènent, on effectue les rituels, on vient déposer, loger toutes les moustiques dans cette forêt. Alors la question, pourquoi les gens ont dévasté cette forêt? Pourquoi le domaine même a été vendu? On ne sait pas, mais heureusement, la mairie de Dangbo a conduit une politique, a fait une politique de restauration de ce patrimoine. Mais qui a le secret aujourd'hui pour domicilier les mouches dans une seule forêt et permettre à la population de bien dormir et de vivre libre sans le paludisme? En fait, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que l'Afrique est totalement différente des autres régions du monde. Tout est scientifique en Afrique, dans notre culture, dans nos traditions, dans notre spiritualité. Sauf que nos ancêtres ont habillé cela avec le sacré. Vous voyez? Et donc du coup, effectivement, quand vous parlez de mythes, oui, bien sûr, on a créé des contes, des allégories, des mythes, des rituels du sacré, mais c'est juste pour, c'est la couche, gratter la couche et vous allez voir la science derrière. Mais si vous n'allez pas, les colons, les anthropologues n'ont vu que la couche, ils n'ont pas gratté. De toute façon, nos grands-parents les orientaient dans l'erreur. Vous voyez, non? Donc du coup, ce qui est important pour vous, pour comprendre toutes ces réalités-là, c'est de savoir qu'il y a une dimension scientifique derrière. Et que ce qui relève du mythe, on l'a dit tout à l'heure, le serpent qui mange les gens, qui dévore les gens, mais qui était en réalité le serpent? Qui dévorait et qui étaient ceux qui étaient dévorés? Vous voyez? Quand on amène les captifs ici, ceux qui, malgré les violences, les cas de torture arrivés ici, restent encore violents, ils se défendent encore. On les attache contre l'arbre là. L'arbre n'était pas si géant comme ça. On les attache et c'est là où on les fouettait, on les décourageait. Et ici, Gouko, on inscrivait le nom des maîtres en fer sur leur corps. Ces noms sont différents des starifications. Est-ce qu'on se suit? Les noms là sont différents des starifications qu'on va retrouver sur le corps des adeptes. Probablement vers 1718, d'accord? Vers 1718, il y avait eu un conflit entre
les Européens qui se partageaient les culturels à Diatado, Kéroun et Oyo, c'est-à-dire l'espace, la géographie du Nigeria, du Bénin et du Togo. Il y avait eu un conflit entre eux. Ce conflit parce que les Portugais se disaient « nous sommes monopolistes », c'est-à-dire nous sommes les premiers qui ont fait la découverte de la basse vallée de l'Ouémé et ses environs. Pourquoi la vallée de l'Ouémé était particulière et précieuse pour les esclavagistes? Parce que la population à 80% étaient des agronomes, c'est-à-dire ceux-là qui ont des savoirs sur comment travailler la terre. Et les esclavagistes étaient à la recherche de quoi? Des hommes, mais pas des hommes qui ne savent rien faire. Des hommes et des enfants qui savent labourer la terre, transformer la terre. Donc, cette histoire, cette politique autour de monopole, autour du monopole, a créé de vives tensions. Les Portugais qui ont fait l'erreur de céder une partie, d'accord, de leurs actions aux Français vont se voir rivaliser parce que les Français vont les dépasser pour nourrir des relations directement avec d'autres villes, comptoirs ou d'autres personnes qui ont déjà quand même l'influence sur le territoire. Et que va-t-il passer autour du bateau Louison? Alors que ce bateau amenait des sucres sur les côtes de la rive de l'Ouémé, d'accord, et pour retourner avec des captifs, cette fois-ci, les Français vont aider la population à savoir où et quand et par où le bateau va prendre pour atteindre le fleuve Ouémé. Je ne sais pas si vous comprenez. Et à la population maintenant, on ne leur donne pas des armes parce qu'on se disait si jamais ils changeaient de mentalité, ils pouvaient nous écraser avec les armes. Alors avec l'armée de Sorolou, Lézé, premier, ils vont utiliser le pouvoir de foudre, d'accord, qu'on appelle Sogbo. La divinité Sogbo, on a dépassé son truc là, ils vont utiliser le pouvoir de foudre pour foudroyer le bateau. Seuls les Blancs sont partis ici, mais les survivants, les Noirs, les captifs qui étaient déjà enchaînés vont être déchaînés pour aller fonder la cité de Ganvier. Et on ne dit pas Ganvier, on dit Guédevier. Il s'agit d'un programme de recherche scientifique initié par le mausolée Accor avec la coopération du centre Akanga et de plusieurs autres partenaires qui visent la documentation historique et la conservation des patrimoines au Bénin. Conduit par l'administration du mausolée Accor, une première vague de jeunes étudiants et de chercheurs ont découvert et inspecté la semaine écoulée des bribes de mémoire sur l'épisode des résistances sur les côtes du fleuve Ouémé. Écoutons les impressions de ces derniers. Je m'appelle Jackie Esso, je suis directrice du centre Akanga à Porto Novo. Je découvre une histoire qui s'est passée pas très loin de là où j'habite et la visite, la traversée des villages, des localités après Dambo. Ce qui me marque, ce qui me frappe, c'est que si on se promène seul, on ne peut jamais savoir ce qu'il y a. On voit juste de la végétation. Bon, il y a quelques plaques telles que la forêt où on conservait où on confinait les moustiques. Mais on ne peut pas comprendre en fait. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce qu'on ne veut pas que quelqu'un seul qui se promène puisse comprendre qu'il y a quelque chose là? Moi personnellement, par exemple, je n'aime pas trop me promener à Ouida parce que pour moi c'est une ville habitée quoi. Ça me fait le même effet que quand je suis à Gorée au Sénégal. J'ai envie de dire qu'il y a des fantômes partout. Je peux comprendre hein, qu'on ne veuille pas forcément mettre des plaques ou faire savoir qu'il y a telle chose ici, mais ça expose aussi les gens à soit vandaliser le lieu ou bien par ignorance, parce qu'ils ne savent pas que c'est un lieu où c'est des plantes sacrées. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est quand même bien qu'on puisse avoir plus d'indications. C'est une sortie qui suscite beaucoup d'émotions parce qu'on ne peut pas ne pas penser à ceux qui ont fait ce cheminement-là sous la contrainte il y a plusieurs siècles
Et quelque part, bon, parfois j'ai eu l'impression de me dédoubler, et comme si je me voyais, et je vois comme si je suis dans la peau de ces personnes-là, quoi. Surtout sur le bateau et sur la pirogue. En fait, ce que je trouve dur, c'est qu'ils ont fait des premiers voyages sur l'eau pour arriver par ici sans savoir qu'ils avaient un voyage encore plus long. Je suis Dieudonné Yamankou, historien, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, au département d'histoire, mais également directeur scientifique du Centre Akanga. En quelques mots, je dirais que ce qu'on a visité aujourd'hui, c'est justement c'est l'histoire. C'est une partie de l'histoire du Bénin. J'apprécie d'autant plus qu'il y a beaucoup d'étudiants et qui s'intéressent à notre patrimoine, voilà, qui participent à cette sortie. Et donc, nous avons énormément de choses sur l'histoire des résistances locales eurasiennes et négrières, que ce soit les Portugais, mais aussi les autres Européens qui étaient installés sur nos côtes et qui organisaient et finançaient les razzias. Donc, on a vu des lieux de mémoire, on a compris différents aspects du combat, des résistances de nos ancêtres pendant les siècles écoulés dans cette région-là, en particulier ici dans l'Ouémé. Et puis, on a vu des lieux concrets, c'est-à-dire de résistance et des lieux, les circuits justement qui ont servi à déporter, à convoyer les prisonniers, les captifs depuis l'intérieur des terres jusqu'à la côte. Et puis, on a abordé aussi des aspects liés à l'histoire, à notre spiritualité. On a vu une forêt sacrée, celle de Munzu, etc. Et donc, et puis là, le point culminant, c'est cette épave-là de ce navire. Et il est important, effectivement, de signaler aux autorités l'importance d'accompagner des recherches qui sont faites par des la vôtre comme symbole d'amitié. Je suis M. Yann Mahler, de formation ingénieur en informatique, spécialisé dans les réseaux télécoms. C'est une journée marquée sur le signe de la résistance des populations depuis Dongbo jusqu'à sur le fleuve de l'Ouémé. Bon, je dois dire que le cadre est vraiment magnifique. Et à s'imaginer qu'il y a eu des atrocités dans un cadre aussi magnifique, moi me laisse songeur. Sur le trajet, on sentait vraiment, en ce qui concerne la souffrance, de la réalité antérieure, qui impactait moi, ma présence ici actuellement. Donc c'est vraiment une sensation que j'ai vraiment ressentie. C'est pour ça que je ne parlais pas sur toute la traversée. Parce que j'étais vraiment en communion avec cette réalité passée qui a des manifestations visibles sur les affluents du fleuve de l'Ouémé. Donc voilà. En ce qui concerne les populations qui ont guerroyé contre les envahisseurs, donc c'est une histoire qui n'est pas du tout inconnue. Une histoire qui est connue, c'est les Noirs ont vendu les Noirs, et point barre. Donc ça, c'est une... comment dire, en ayant à l'esprit que même dans les noms des villages, le nom des villes, que l'histoire est racontée dedans, juste dans les noms, c'est aussi une manière de mieux comprendre ce qui s'est passé et de comprendre la réalité de certaines choses, surtout au niveau de la résistance de certains peuples, de certaines localités, par rapport à d'autres qui ont préféré aussi choisir le camp de l'ennemi, de l'envahisseur. Retenons qu'il s'agit d'un succès de mettre à l'actif des jeunes conservateurs, ceux-là qui ont compris les failles de l'histoire sur le développement de la communauté noire et qui se donnent pour mission de relever le défi. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de votre journal de recherche historique et de la conservation des mémoires.
Reportage Noa Didonou, arrangement technique Fassino Indra, à la présentation Roubaix Assou. Agréable journée à vous.